Nous allons commencer, nous le remercions, avec l'intervention de Giuseppe Longo, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Il était directeur dans le département des mathématiques et informatiques de l'École normale supérieure de Paris. Giuseppe Longo est un mathématicien et épistémologue. Travaille ces dernières années sur les relations entre mathématiques et sciences de la nature. Il a été rédacteur en chef, je regardais justement une quantité extraordinaire de revues. Je ne veux pas les citer, mais ils ont beaucoup de revues sur l'histoire de la science, sur les mathématiques, comme informatique, etc. Il était le responsable de deux laboratoires, le langage type et logique, et un autre laboratoire qui était complexité et information morphologique. Je vais citer quelques de ses derniers ouvrages, en particulier celui qui est paru l'année dernière et que je trouve qui est proche de nos inquiétudes aujourd'hui, c'est Le cauchemar de Prométhée, les sciences et leurs limites, et en 2022, mathématiques, je le traduis, c'est en italien, je le traduis en français, mathématiques et sens pour ne pas devenir machine. Euh, le titre de son intervention aujourd'hui, c'est Imprédictibilité stochastique et dynamique en intelligence artificielle versus production de nouveautés en biologique. Et donc, je lui laisse la parole, je vais lui passer l'ordinateur pour qu'il puisse partager. Merci beaucoup. Je crois que ça va apparaître d'un moment à l'autre. Voilà. Je passe l'ordinateur. Ça va réduire, tout à fait. On va le réduire comme ça, vous avez plein écran. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de revenir dans cette belle salle, dans ce beau lieu à Paris. Et donc, je toucherai l'intelligence artificielle, particulièrement les LLM, donc les Large Language Models, dès le début, et puis je vais y aller de façon indirecte, en passant par la biologie. Et puis après tout, d'une part, c'est mon intérêt principal, de l'autre, le problème, c'est le corps, hein, le corps biologique, ce qui manque totalement, pas seulement à la machine, mais aussi aux connaissances de tout ce que je connais, tout ce que je connais en intelligence artificielle. C'est un peu épatant. Et, donc, je vais parler de la détermination de l'aléatoire dans les large language models. Je suis honnêtement pas trop intéressé à l'aspect phénoménal, à la description de ce qu'ils font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elles sont conçues et dessinées. En plus, ayant été longtemps un mathématicien de la calculabilité, ça m'était facile de comprendre ce qu'ils font du point de vue mathématique. Et je vais ensuite parler d'une part des phénomènes physiques qui sont propres du fait au continu, qui sont deux regards sur la nature très différents posés par l'histoire des mathématiques. Et il faut se souvenir toujours que derrière tout ce qui se passe en intelligence artificielle, et il y a une machine à état discret, ce qui est très important. Donc, je vais parler de certains phénomènes physiques dans le but de passer graduellement à la structure physique des réseaux formels des neurones et leur implémentation, qu'est-ce que ça donne effectivement et qu'est-ce qu'il y a derrière du point de vue mathématique. Mais je serai évidemment, je ferai un survol, j'espère, accessible à tout le monde, très rapide. Et je vais le comparer à la production de nouveautés. Production de nouveautés en biologie. Le mot créativité, c'est pas peut-être très adapté. J'aime bien celui-là. On a un thème d'anti-entropie dans certains travaux en biologie. Je ne veux pas entrer dans ces détails, même pas utiliser ces mots, mais je montrerai la différence qu'il y a entre l'historicité du vivant et n'importe quel type de phénomène physique, dont la machine est une petit représentant à état discret. Et enfin, ça me permettra de revenir à la cognition. C'est clair que dans Large Language Models, le point de départ était une belle idée, une idée tout à fait raisonnable, d'établir des distributions de probabilité, des corrélations de probabilité. Donc, vous avez une suite de mots
les probabilités sont données de la chance donc, qu'il y ait cette suite. Et puis, des probabilités conditionnelles, ayant donné une suite de longueur n-1, qu'un mot, l'énième, apparaissent comme dans la suite. Typiquement, la phrase Yes, I love my cat a beaucoup plus de probabilité d'apparaître dans le corpus des phrases accessibles à la machine que cat, love, yes, my. Le même mot, mais probabilité facile à calculer pour la machine. Et comme ça, les probabilités conditionnelles, que les mots cheese apparaissent à la fin de la phrase My favorite food is, et sont beaucoup plus grandes qu'il apparaissent les mots bois à la fin de la même phrase. Ça, c'est le fondement, l'idée, le fondement originaire des large language models, et enrichi par des méthodes de recherche sur les arbres qui ne sont pas banaux, ce pas des trivialités, il y a des belles idées, avec l'idée fondamentale d'optimiser les réseaux de probabilité. Donc, on regarde ces corrélations de probabilité et on construit des réseaux avec des évaluations qui optimisent les corrélations les plus fortes, qui mettent en évidence par les méthodes optimales les corrélations plus fortes. Le problème, puisqu'on a affaire à une machine état discret, même un réseau, élitaire à l'identique. Ça, c'est une chose absolument fondamentale. Il ne faut pas oublier. Cette machine est une machine pour itérer. Même si vous avez les modèles mathématiques les plus sauvages des turbulences, les plus sauvages des systèmes chaotiques, et donc avec les mathématiques de la non-réalité, non-linéarité, que donnent de l'imprédictibilité, en plus permettent jamais l'itération. Dans cette machine, une fois implémentée dans une machine état discret, vous faites restart et vous avez exactement la même dynamique chaotique, c'est-à-dire vous avez exactement les mêmes ouragans, hein, le même phénomène totalement imprédictible du point de vue physique. Ça s'itère à l'identique, puisque vous pouvez répartir par les mêmes pixels qu'en condition initiale et au concours. Et ça, c'est fondamental, vous l'oubliez. Cette machine itère à l'identique. C'est le but, elles sont faites pour ça. Mais la chose extraordinaire que mes collègues dans les réseaux arrivent à faire cela, c'est-à-dire c'était un grand succès des mathématiques des réseaux, je connais certains des collègues, même à Paris, François Baccelli, c'est qui travaillent dans l'aléatoire dans les réseaux, où il y en a. Les réseaux n'itèrent pas de façon identique, puisqu'il y a des fluctuations qui peuvent être thermiques, fluctuations gravitationnelles, il y a plein de phénomènes de type physique qui rendent difficile l'itération, que la machine fasse ce qu'elle doit faire. Ils sont capables de l'appeler do not care. Donc, d'éviter cette imprédictibilité, et la machine font un réseau ce qu'elle doit faire. Vous lancez une page web au Japon, elle s'ouvre, si une humain ne l'a pas changé, à l'identique, toujours la même. Et c'est épatant comme invention faire une chose pareille, puisqu'en plus, le parcours qui va faire les signaux d'aller-retour sont toujours différents, puisque la machine optimise, il y a des nœuds moins occupés, en passant d'ici au Japon, peut faire des parcours très différents. Ça donne des petits retards, mais que vous ne apercevez presque pas, c'est toujours identique. Et même s'il y a un trou de retard, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Non, vous fâchez. Comme si, en lançant votre ordinateur, vous lancez un programme de n'importe quel type, s'il ne faisait pas ce qu'il doit faire, toujours la même chose, vous fâchez horriblement. Ça, c'est le principe fondamental. Ces machines à état discret sont des machines pour itérer à l'identique. Et même un réseau, et je répète, ça n'était pas facile pour l'invention des réseaux, leur gestion mathématique. Il y a beaucoup de maths derrière ça, pour que même dans les réseaux où les fluctuations, les non-linéaires apparaissent, malgré tout, puisqu'il y a l'espace et le temps, l'espace-temps de la physique, que l'on comprend mieux par le continu, même là, on arrive à faire itérer à l'identique ce que nous voulons. Quand on lance un programme, il doit faire toujours la même chose. Ça, c'est vraiment au cœur de la machine à état discret. Pourquoi? Encore une fois, puisque l'accès aux données initiales des conditions de contour est exact. Le défi de la non-linéarité en physique mathématique, c'est justement que la mesure, l'accès au monde est un intervalle toujours approché, classique, physique classique, et qu'une fluctuation, une perturbation en dessous de cette mesure est amplifiée par la non-linéarité et donne l'imprédictibilité classique. Ça, sur machine à état discret, ça ne se présente pas.
j'ai souvent fait cours il y a 20 ans, 30 ans, en apportant un double pendule physique, on peut l'acheter, 50 euros. C'est la plus simple des machines chaotiques. Un double pendule fait des deux arêtes avec deux poids. Elle est chaotique, dans le sens que vous démarrez dans les mêmes conditions modulo une approximation, il va faire toujours un parcours différent. Et il est chaotique, hein, c'est totalement imprédictible, et ça donne des trajectoires denses, enfin, tous les propriétés du chaos. Vous faites l'implantation sur la machine, vous la téléchargez, c'est facile sur l'Internet, elle va itérer de façon exacte. Donc, que les gens nous disent, a priori, mais même seulement ça, que ça, c'est intelligent, bon, je suis un peu perplexe. Ça me suffit pour dire, mais enfin, des fois, parlons-nous. Hein. Pour ça, ils avaient un problème sur LLM immédiatement, puisqu'on posait un prompt 10 jours après, et la machine répondait exactement avec la même suite de signes. C'est pas possible. Alors, ils ont introduit exprès de l'aléatoire. Exprès. Pour dire que c'est créatif. Alors, je trouve ça, c'est un peu une arnaque. Ceci est très bien raconté par Wolfram, qui en plus est de leur côté. C'est-à-dire, Wolfram pense que l'univers est une grosse machine de Turing, les lois de la physique sont des algorithmes. Donc, mais lui, il raconte cette histoire comme, au début, il trouvait l'itération pas très créative. Alors, ils ont introduit de l'aléatoire. Donc, c'est-à-dire, ils ont introduit des méthodes qui s'appellent top case sampling, top case sampling, c'est-à-dire selon le type de choix des probabilités qui sont faites, de façon qu'ils ne choisissent pas la valeur la plus grande qui optimise les réseaux d'interaction, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une liste des 5 meilleurs et au hasard, va choisir cantonitaire les autres réponses possibles, ça donne de la variation, et sans pudeur aucune, ils ont dit, ça montre que c'est créatif. Bon. Il faut dire que les maths, pour cela, ne sont pas des banalités. Il y a des belles choses. La random graph theory, c'est une belle théorie développée indépendamment qui a fait massivement dans ses constructions. C'est sérieux, quoi, et ceci sur des bases de données immenses. Vous voyez, en une seule année, entre Palm et GPT-4, quel saut de dimension des bases de données sur lesquelles ils ont accès. Hein? Un ami, un cher ami, Christian Calude, qui est un des grands bonhommes de ce qui s'appelle l'aléatoire algorithmique, qui est une notion qui se présente de façon asymptotique à l'infini. Et dit, ben, les mots-clés de sous ce travail est l'aléatoire. Hein, l'aléatoire introduit de façon costaud. Hein, c'est bien fait, c'est pas. Donc, maintenant, ce que je vais faire, est la comparaison entre ces machines qui sont des machines de la réécriture, la théorie plus générale de la programmation, ça s'appelle Term Rewriting Systems, puisque les systèmes de programmation, tous, sont des systèmes d'écriture et réécriture, c'est-à-dire la grande nouveauté qui commence, disons, avec la notion d'algorithme comme donnée dans les années 30. La pratique des algorithmes existait depuis les Grecs et les Arabes, mais c'est dans les années 30 que pour démontrer qu'il y a des fonctions qui ne sont pas calculables, n'admettent pas donc un algorithme, pour donner des énoncés indécidables, de Church-Turing, 31, 32, 36, ils doivent donner la notion générale d'algorithme pour dire que cette fonction n'est pas calculable. C'est là qu'il démarre, pas seulement l'idée de machine, Turing donne la formalisation la plus belle, en séparant un logiciel et matériel, sa grande idée. Justement pour donner, lui, ce qu'il fait, donne une fonction non calculable. C'est pareil, c'est non décidable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme de preuve qui permette de le démontrer ou démontrer sa négation. Et ça, c'est un grand moment, mais ils ont mis les cadres même de ceux qui seront les fondamentaux langages de programmation, Church, les langages fonctionnels, par exemple de calcul, Turing et les langages impératifs par la machine de Turing. Puis il y aura des mélanges object-oriented, etc. dans le temps, mais ce sont vraiment les deux grands cas de programmation. Ce sont des systèmes qui écrivent des suites finies de lettres et donnent par des suites finies de lettres des règles comment remplacer des lettres dans ces suites finies de lettres. Tout est là. Hein. Je vais parler de ce qui est l'émergence éventuellement là, en comparant à ce qui se fait en physique. Quelle est la notion d'émergence
en physique. Et puis, je parlerai de l'organisme. Car, comme je vous disais, les grands enjeux, les grands défis, la grande barrière entre nous et la machine, c'est pas tellement l'intelligence humaine, puisque nous, après tout, on écrit, hein, on met beaucoup de choses par écrit. C'est l'intelligence animale. Mais il arrive que nous écrivons depuis 4000 ans, en fait, nous, quelques centaines de personnes, il y a 4000 ans. Et c'est devenu généralisé depuis quelques décennies. Hein. Nous, en général, comme animal, on pense bien avant d'écrire. Et puis, dans l'action dans l'espace, ce que nous partageons avec les animaux est énorme. Nous bougeons dans l'espace comme tout grand vertébré, avec un gros cerveau. Et donc, je vais brièvement vous rappeler qu'est-ce que c'est l'auto-organisation, donc les phénomènes émergents imprédictibles d'un système de l'équilibre. Comme on puisse donner des réseaux d'interaction en physique qui sont un pont vers certains aspects de l'intelligence artificielle, qui ont été un moment très important. Et puis, je parlerai de la nouveauté biologique et la différence qu'il y a entre physique, physique du discret et du continu, et biologie. Biologie de l'évolution en particulier, mais en fait, il y a une continuité, et c'est à cette continuité que je travaille avec mes collègues biologistes, entre évolution et ontogénèse, évolution et développement. L'évolution est enracinée sur la plasticité développementale. Donc, voyons quelques systèmes loin de l'équilibre. Il y a des phénomènes massifs d'émergence et d'imprédictibilité, puisque nous voulons parler de cette dite créativité de la machine. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe dans la nature. Si vous prenez des nuages avec leur forme, même quand elles sont très organisées par un ouragan, ce qui se passe, ce sont des choses fondamentales du point de vue physique. Tout d'abord, toutes ces formes sont des géodésiques, sont des surfaces optimales. Par principe, puis évidemment, c'est très difficile dans les équations différentielles qui décrivent exactement quelle sera cette forme optimale, cette géodésique, surface optimale. Mais les principes physiques nous assurent que selon une énorme quantité de force, des différences de potentiel, de pression, d'humidité, etc. En tout cas, ce qui se passe, la physique nous garantit, seront des formes optimales. En plus, ces phénomènes sont nécessaires. Ils peuvent être imprédictibles, mais du point de vue théorique, étant donné certaines conditions de l'atmosphère, qui vont rester dans le cas de l'atmosphère, certaines conditions de l'atmosphère, l'ouragan doit apparaître. Mais puisqu'il y a des éléments d'imprédictibilité, ça se donne en probabilité. Donc, s'ils sont proches de zéro, non, n'est pas apparaître. Mais vous comprenez, du point de vue de la détermination et de la théorie physique, nous savons que certaines conditions contours, certaines conditions initiales produisent nécessairement tel ou tel autre phénomène. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est le cas théorique de la physique depuis sur Galilée, il n'avait pas ces outils, mais disons Newton certainement, avec l'arrivée de l'hydrodynamique, des dynamiques de fluides compressibles et non compressibles. Et donc, optimalité, et ce sont des molécules inertes qui vont s'arranger selon ce flot, en suivant, et ça donne des formes émergentes, imprédictibles. Regardez là, une espèce de chapeau de Nefertiti, si vous connaissez la statue à Berlin, cette merveille, comme vous pouvez reconnaître, eh bien, il y a le visage de mon oncle. Ça fait partie de notre interprétation de ces surfaces, qui en tout cas ont une origine purement physique. Un passage très important vers l'analyse du cerveau, la modélisation du cerveau, est dû aux travaux de Giorgio Parisi, qui a eu le prix Nobel en 21 pour son travail en physique, aussi pour ses applications ensuite en général aux neurones. Lui, il avait travaillé dans les années 70 et 80 aux spin glasses, vers les spins, c'est-à-dire à l'orientation organisée des spins atomiques, à partir des différents électrons et atomes aussi. Et il avait fait une analyse très fine, avec aussi des mathématiques originales pour analyser comment les spins, l'orientation donc magnétique de ces particules s'orientent ensemble en établissant par des transitions critiques, c'est-à-dire il y a une situation plus ou moins chaotique, désordonnée, et tout d'un coup, un changement minime dans ce spin induit
un niveau d'interaction comme quoi tout s'organise ou donne des formes de cohérence, des structures de cohérence, comme on l'appelle, dues à une petite fluctuation. Hein. Et donc, il y a l'émergence de patterns, de formes, qui est très bien étudié. Il a généralisé d'autres plus que lui aussi à des organismes d'analyse de flocks of birds, school of fishes, a été faite avec ces outils. Bon, moi, je trouve c'est intéressant, c'est drôle, mais enfin, les oiseaux et les poissons sont traités comme des atomes génériques, c'est-à-dire tous identiques. Puis, ça, c'est fondamental. Dans ces réseaux, comme pour les molécules qui participent de la formation d'un ouragan, d'un nuage, ils sont génériques, dans le sens qu'ils sont tous identiques. Ils sont considérés comme tous identiques, ils sont interchangeables. C'est une hypothèse absolument fondamentale du point de vue physique. Les objets, ces structures, sont génériques. Ils peuvent donner des formes spécifiques, dans le sens que je vais spécifier maintenant. C'est-à-dire qu'ils suivent des trajectoires spécifiques. Les réseaux de Paris ici ont eu un rôle dans les années 80 et 90 dans une approche qui s'appelle connexionniste à la modélisation du cerveau, des phénomènes cognitifs. Ils sont donnés en plusieurs dimensions, ils peuvent être traités en plusieurs dimensions. Comme je dis, il y a des mathématiques très belles, originales, et il y a une synthèse dans ces livres des 89. Et encore une fois, il y a ces fluctuations de spin désordonnées et puis l'analyse de comment il y a une transition soudaine qui va donner une structure de cohérence, et c'est sur des structures qui s'appellent ragged landscapes, c'est-à-dire il y a des comportements collectifs avec des équilibres qui sont trouvés par la dynamique physique sur des panoramas très irréguliers, mais où la trajectoire suivie par la dynamique globale va être un optimum local. Hein. Donc, il y a comme des vallées, vous voyez un panorama de montagnes, vallées, ça c'est la décision mathématique abstraite des formes qui vont être prises, mais tout est fait, l'analyse mathématique est telle que et chaque fois, la forme globale va se déformer selon, je géodésique, un parcours optimal dans ce ragged landscape, panorama irrégulier. Je vous répète, cette belle maths est très riche. Giorgio Parisi a bien mérité son Nobel. Puis, l'idée, c'était l'application au cerveau. C'est pas très loin, pour une raison, qu'il y a une autre piste qui a marché mieux. Hein. Dans les années 50, à côté de l'intelligence artificielle basée sur la déduction d'autres, qui était dominante très longtemps, qu'un d'autres définissent ça l'hiver de l'intelligence artificielle, Minsky et Parker. Rosenblatt, très isolé, en 56-58, propose des réseaux bidimensionnels en deux dimensions, disant ça c'est un modèle, essayons de simuler le cerveau, non pas par le raisonnement logique, mais par sa structure, qui est un réseau. Hein, donc, c'est ça en deux dimensions. Il a été marginalisé. Minsky et Parker ont aussi créé un article où ils ont démontré qu'après tout, il ne se calculait pas plus que les fonctions calculables. Une totale banalité, puisque une fois formalisé, n'importe quel système ne peut pas définir plus que les fonctions calculables. Incroyable. C'est théorème quand même a eu un rôle. Et moi, en 80, j'étais au MIT en informatique. Ça n'avait rien à voir avec l'intelligence artificielle. Donc, je ne connaissais pas ces gens-là. Toutefois, une fois, je suis passé à côté d'une salle, j'étais curieux, si vous allez voir, et ils avaient un colloque sur le fait que, dans ce cadre d'intelligence artificielle évolutive, s'il fallait ou non donner des droits civiques aux ordinateurs. Vous savez, en 80, depuis pas très longtemps, les femmes et les Noirs avaient eu des droits civiques, donc après tout, pourquoi pas, non? Enfin, c'était ça le niveau. Bon, c'est quoi toutefois le tournant? Les cas Hinton et quelqu'un d'autre, à la fin des années 80, ont une belle idée qu'après tout, les cerveaux n'est pas de dimension, mais de trois. Hein. Ils ont mis sur plusieurs couches ces réseaux à la Rosenblatt. Ils sont beaucoup plus simples de Paris ici, mais ils ont eu l'idée d'introduire cette belle fonction de rétropropagation. Donc, pas seulement ils utilisent les réseaux en cascade,
ce que Roosevelt n'avait pas eu de faire, à travers de filtrage, de convolution, des gradients. Mais avec cette histoire de revenir en arrière, introduire la correction, ils ont vraiment révolutionné les domaines. Hein. Et ça, les gens de réseau neuronal Alice, ils n'y avaient pas pensé. Hein. Mais aussi, peut-être, il y avait des difficultés avec la structure. Il faut que j'en discute avec quelques collègues. En tout cas, c'est vraiment ici, il y a eu ce tournant à partir de réseaux énormément plus simples, moins expressifs, moins puissants, et tout ce qu'on veut, mais avec l'idée des 3 dimensions, deep. Hein, pour ça, ils l'ont appelé deep, puisqu'ils ont mis les surfaces sur les 3 dimensions. Mais l'idée avec cette propagation qui est formidable et pas simple du point de vue mathématique. C'est une vérité. Comme dans tous les autres cas physiques, hein, comme pour les nuages, comme pour les réseaux de Paris, les dynamiques vont se faire sur des optimales locaux, hein, dans des espaces de phase, des espaces de paramètres observables énormes. Hein. Et donc, grande puissance. Il n'y a pas que des optimales, il y a beaucoup d'utilisation de méthodes stochastiques. Voir, par exemple, les méthodes de Monte Carlo, si on trouve partout. Quand on a, par exemple, dans AlphaGo, que j'ai regardé de près, l'espace des trajectoires possibles est trop grand, immense dans les Go. Donc, ils ont un mélange de recherche d'optima et de production hasard des sous-espaces pertinents. Par les méthodes de Monte Carlo. Les méthodes de Monte Carlo sont des méthodes de sampling par hasard. Bon, l'application la plus simple, vous avez un carré dont vous connaissez la surface, et vous avez une tache d'encre très irrégulière dans le carré. C'est quoi la surface? C'est pas facile. Bon, la méthode Monte Carlo, c'est de choisir 1000 points, 10 000 points au hasard. Il faut que ça soit produit au hasard. Vous regardez si 70% de ces 10 000 points sont dans la tache d'encre, vous dites la surface est 70% de la surface du carré. Et c'est bon, c'est vrai, ça marche. Donc, et ils utilisent ça au même temps que ces méthodes d'optima. Donc, ils font jouer la machine contre elle-même pour améliorer dans le jeu l'équilibre entre méthodes de Monte Carlo de type statistique pour comparer des stratégies, pour choisir des sous-espaces pertinents et choix des trajectoires optimales. Ça donne une grande puissance à la machine qui sait faire les deux choses. Ils sont pervasifs, ces méthodes. On les trouve partout en intelligence artificielle. Et AlphaGo a écrasé les pauvres champions coréens, cette puissance de calcul absolument extraordinaire basée sur ce petit. Évidemment, quoi, ça produit évidemment comme les formes des nuages, des émergences prédictibles, fait par là des stratégies que le grand champion coréen n'aurait jamais imaginées. Exactement ce qui se passe dans ces dynamiques physiques où vous avez de l'émergence imprédictible qui donne des formes auxquelles vous n'aurez jamais pensé, quoi. Ça fait partie de la richesse des immenses espaces, des phases. Dans Go, vous savez, il a 19 carrés sur les côtés, un énorme espace orthogonal, donc ça donne une combinatoire énormément plus grande que les échecs, et déjà, c'est énorme. Et, une production de nouveautés, oui, mais créativité, ça. Qu'est-ce qu'il y manque? Il manque l'organisme biologique, hein, que l'organisme est vivant. Hein. C'est quoi? Eh bien, je vais l'analyser sur la partie de notre expérience, des collaborations depuis longtemps avec les biologistes, particulièrement analysant des phénomènes évolutifs. Darwin a 2 principes. On rappelle toujours le deuxième, surtout pour des raisons politiques, mais le premier est très important. 4 chapitres sur 6. Descendance avec modification. Chaque reproduction, il y a changement, accompagné par la motilité, c'est-à-dire ces analyses de l'évolution commencent par l'évolution la spéciation allopatrique, c'est-à-dire le déplacement d'une espèce, d'une population de quelques individus,
qui est dans une autre vallée, dans une autre île, comme pour les oiseaux qu'il examine au Galapagos, et dans une autre île, elle donne une spécifique. Hein. Et donc, à chaque reproduction, il y a variation, les animaux bougent, hein. Et même les plantes, un petit peu. Il insiste sur ça, il insiste, il dit même les éleveurs, qui ont une vache qui fait assez beaucoup de lait, ça va très bien. Même les éleveurs, quand ils essayent de stabiliser une espèce, une variété, ils n'y arrivent pas. Chaque réduction est la variation. C'est, si vous voulez, un principe de non-conservation. C'est le contraire de la physique. Avec Hamilton, la physique se donnait une grande cohérence, mettant en évidence un principe de conservation, des quantités de mouvement, de l'énergie, etc. La biologie démarre avec un principe de non-conservation. A priori, il y a changement. Deuxième principe, c'est la sélection, c'est l'exclusion de l'incompatible qui stabilise. Sélection darwinienne stabilise. La nouveauté est produite par la reproduction de la variation et par la plasticité développementale. Les défis de la biologie, que l'écosystème n'est pas déjà là, il se co-constitue avec la reproduction, avec la variation. Notre travail, c'est de unifier l'ontogenèse à la phylogenèse. Donc, pour nous aussi, l'état par défaut des cellules dans un organisme est la reproduction avec variation, motilité. Mais ça, je ne rentre pas dans les détails, mais pour dire comme je considère central ce type de regard sur le vivant. Les défis qui est absolument évident dans le système évolutif, dans l'évolution de l'écosystème, et qui est propre aussi à dynamique de l'organisme, plus contrainte, tout est plus stable, évidemment, dans une longue période évolutive. Et le principe très fort, c'est que l'espace des possibles change. Dans toutes les dynamiques que je vous ai décrites, de la physique aux dynamiques neuronales, hein, les cadres mathématiques présupposent de donner a priori un espace des phases, un espace des observables des paramètres. Et ça, c'est vraiment propre de toutes les approches physiques des méthodes artificielles. Quand on joue au Go, hein, évidemment, l'espace des possibles est là, tellement grand qu'il y a des problèmes à le gérer, mais il est là. Non, les observables changent. Je vais bientôt vous donner des exemples, c'est vite que je donne un peu. C'est au cœur de ces, et c'est co-constitue avec la formation des espèces, l'évolution des espèces. Et René Thom, grand matheux qui fait des analyses de la morphogénèse, de type physique, hein, le reconnaît. Et il dit, c'est le manque de définition du possible virtuel de l'espace des possibles qui affecte très sérieusement la nature scientifique de la théorie de l'évolution des âges. Évidemment, je ne suis pas d'accord, mais chapeau, il a compris. C'est l'enjeu. Il est un grand bonhomme qui fait une morphodynamique de type physique qui essaye d'appliquer au vivant, a compris l'enjeu. Hein, ce qui c'est une immense lucidité et honnêteté intellectuelle. C'est ça le défi des théories. Évidemment, les organismes et les phénotypes sont les observables permanents. C'est ça qui est l'historicité. On le dit avec Stuart Kauffman depuis longtemps, et c'est un cadre dans lequel nous travaillons tout en temps. Alessandro Sarti est en train de développer des très belles maths pour tenir compte de ça en partant de son travail sur le cerveau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, nous pensons qu'il faut deux dimensions du temps. Une, c'est la dimension du temps thermodynamique, qui est réversible, propre à la physique, et l'autre en temps historique. Une autre dimension, différemment, de mathématiques. C'est à quoi on tient tous les deux beaucoup. Et Alessandro et Giovanna Citti et ses amis sont en train de faire des choses remarquables d'invention mathématique en ce sens. Et alors, passons à la prochaine nouveauté. En biologie. Et ça, c'est un bel exemple étudié par des collègues européens, Scientists of Social and Environmental Responsibility, qui ont travaillé en particulier les réseaux d'interaction, pas toutes, mais tout ce qu'ils ont pu observer dans un temps raisonnable, d'un vrai écosystème
Terre, là, il y a les quantifications, des taxas, des espèces qui sont analysées du point de vue des interactions. L'un mange l'autre, se nourrit avec, une période de symbiose, etc. Toutes les interactions qu'ils ont pu observer, évidemment, il y en a d'autres cachées qui n'intuitent pas. Tout d'abord, il y a une chose spécifique dans un réseau d'interaction dans un écosystème. Ces composantes, les organismes, ne sont pas génériques. Ils ne sont pas interchangeables et tous identiques, comme les atomes, les molécules dans un ouragan, comme les spins du réseau de Paris, comme les nœuds du deep learning. Ils sont tous identiques, ils sont des valeurs électroniques 0, 1, tous identiques. Les animaux dans un écosystème sont tous historiques, spécifiques. Donc, il y a généricité des objets en physique et en intelligence artificielle, généricité des objets dans le sens de la structure matérielle et mathématique sur laquelle elle est réalisée, généricité des logés, spécificité des trajectoires, qui sont tous des optima, modulo un peu de hasard produit. Hein. En biologie, il y a une dualité fondamentale sur laquelle on insiste depuis presque 20 ans. Les objets sont spécifiques, historiques. Les interactions sont génériques, c'est-à-dire sont des possibles. Les trajectoires sont des possibilités évolutives qui ne sont pas déjà là, ne sont pas des optimales. Et là, il y a d'autres paramètres très importants. Les rythmes, par exemple, les anciens mais bon, il a travaillé sur le déphasage de fine-tuning des rythmes, les abeilles, la pollinaison. C'est constitué au cours de l'évolution des formes de synchronisation, de fine-tuning, des différents rythmes, des rythmes des abeilles par rapport aux oiseaux, par rapport aux plantes, les floraisons, des fréquences physiques et tout ça. Il y a un réseau temporel d'immense complexité. Autre, un des dégâts qui est fait par le chauffement, qu'il y a un déphasage entre les rythmes des abeilles qui vont polliniser à un certain horaire une fleur, notre fleur l'après-midi à un autre horaire. Ça, c'est mis en place, c'est mis en place, et change tout le temps, évidemment. C'est mis en place au cours de l'évolution. Les plantes n'ont pas tellement, sauf il y en a des plantes avec des rythmes internes, mais n'ont pas des rythmes propres. Ils suivent le rythme de fréquence physique, le soleil, les températures. Donc, ils n'ont pas l'autonomie des animaux. Et donc, ces décalages, un élément très grave qui pose des problèmes avec les abeilles et les pollinisateurs. Donc, il y a une pluralité de formes d'interaction entre objets spécifiques qui produisent des trajectoires du système qui sont génériques. Et c'est ça le problème, que dans un réseau écosystémique, la nouveauté n'émerge pas seulement de la déformation du réseau, comme dans tous les réseaux dont je vous ai parlé, mais émerge par le changement de la phylogénèse des objets spécifiques qui participent du réseau. Ce sont les animaux, les plantes qui changent, hein, pas seulement le réseau d'interaction. Donc, il y a des déformations des trajectoires individuelles phylogénétiques par des phénomènes, l'excitation, l'adaptation ex post, la plasticité développementale, évidemment aussi les mutations, l'interaction entre phylogénèses différentes. C'est ce que nous traitons comme production d'antientropie depuis un article de 2008 avec Francis Bailly, qu'on a développé plus récemment, en comparaison à l'entropie et la négentropie qui sont notions physiques. Il y a l'antientropie, c'est la constitution, la production de structures nouvelles en biologie. Je donne quelques exemples classiques de l'évolution. Désormais, on a la certitude. Les cellules eucaryotes, qui sont celles dont nous sommes composés, et la plupart du vivant, multicellulaires, se sont formées par une symbiose, c'est-à-dire on date à un milliard d'années, une contamination, une invagination d'une bactérie dans une archéa qui a produit les mitochondries, qui sont des composantes essentielles des cellules eucaryotes qui produisent l'énergie. Quand cela se produit, tout change. Dans le sens, il y a
L'archéa et les bactéries, tous les deux, n'ont pas ces éléments, ils n'ont pas de noyau, je dirais tout à l'heure au sujet du noyau, mais quand il y a cette imagination, contamination de la mitochondria qui se forme, les métabolismes qui se constituent totalement nouveaux, métabolismes qui n'existaient pas avant, et changent aussi les métabolismes de ces mitochondries qui étaient des anciennes bactéries, et se modifient radicalement puisqu'ils deviennent fonctionnels à ces nouvelles formes de symbiose. En plus, il paraît que aussi les noyaux seraient résultats les résultats de la contamination par l'infection, si vous voulez, par un virus de cette nouvelle entité. Donc, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui se forme et qui change tous les observables pertinents. Et il y a des nouvelles fonctions, qui est l'essence. L'essence d'un objet en biologie, c'est sa fonction. L'essence d'un phénotype, d'un organe, fonction. Et même dans un écosystème, on peut attribuer une fonction à une activité d'un organisme par rapport à tous les autres. Donc, on produit des nouveaux observables, chose de totalement imprédictible. Si on était là, on n'aurait pas pu dire l'invention d'un réseau d'interaction comme ceux qui se produisent avec les eucaryotes, il n'était pas là en aucun cas. Ce qui était époustouflant, vraiment, ceci est arrivé plusieurs fois. Mais en seul a marché et nous sommes encore là. On est tous pareils. Puis il y a une autre façon, c'est la déformation qui se fait par exaltation, vous savez bien, les ailes sont exaltation dans le cas des chauves-souris, c'est plutôt l'exaltation. Et elles sont homologues, elles ont la même origine que notre main, tandis que les ailes ont la même origine que notre bras, donc ce sont des parcours évolutifs différents. Et tandis que les insectes ont des ailes analogues, mais ont des origines très différentes. Ce sont des exemples typiques auxquels s'appliquent les belles maths de l'hétérogénèse de Sartre pour le rendre intelligible. Avec beaucoup de modestie, et je pense qu'ils ont parfaitement raison, Alessandro surtout, il dit, c'est pas un modèle, c'est une analogie mathématique. C'est-à-dire, nous construisons des maths qui ressemblent à quelque chose qui se produit dans l'historicité, puisque ça, c'est l'historicité évolutive. C'est à dire que l'essentiel de ça, qui est une trajectoire générique, est impossible. Une trajectoire de phylogénèse est impossible. Et donc, une structure de la détermination l'espace des possibles n'est pas prédictible. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on partage totalement avec Alessandro, qui a construit sa théorie pour le cerveau. Hein. Et je vais y venir. Et les organismes qui sont spécifiques et individuels, rien à voir avec les réseaux d'interaction physique. Comme je dis, la racine, c'est là, et dans l'idée de Darwin de reproduction avec correction. Et vous voyez donc la différence. D'un côté, vous avez des structures physiques qui donnent certainement de l'émergence imprédictible, de la nouveauté par rapport à n'importe qui regarde. Mais du point de vue mathématique, dans des espaces des possibles qui sont prédonnés. Et ici à droite, vous avez l'évolution dans l'écosystème. Donc il y a les composantes des réseaux sont spécifiques, individuelles, et puis il y a plein de choses, il y a ces rythmes à coordonner, les choses se passent dans un intervalle temporel. Les points mathématiques, les traitements d'un point mathématique n'a pas beaucoup de sens. Tout a besoin d'un intervalle, tout est une durée. Hein. Les rythmes scandent le vivant à partir des rythmes métaboliques. Dès qu'il y a vivant, il y a... Et puis il y en a plusieurs qui se coordonnent. Le cœur qui bat, les respirations, tout ça. Donc, pour résumer cette partie, je vais pas très long. Oui, mais t'inquiète pas. OK. Pour cette partie, il y a d'une part cette très belle physique de l'émergence des processus collectifs, avec beaucoup de rééquilibre possible. Il y a ces points du point de vue mathématique essentiels. En principe, ces phénomènes, ces dynamiques sont nécessaires dans leur imprédictibilité. Hein, ça donne une probabilité. L'optimalité, outil fondamental d'intelligibilité, Lequin le dit plusieurs reprises, tout ce que nous faisons, c'est de construire les trajectoires optimales. Hein. Et dans son livre, ce sont des méthodes optimales. Et
Et je comparais cela à un système biologique. Il y a l'émergence des comportements collectifs et des changements des objets eux-mêmes, des individus. Il n'y a pas d'optimalité, il y a des possibles. Pourquoi on ne peut pas traiter en termes d'optimum? La raison minimale, c'est qu'il n'y a pas un espace des possibles prédonné. Pour dire ça, c'est optimum, il faut que vous ayez l'espace des possibles. Ça n'existe pas. C'est absurde de dire que les formes biologiques sont optimales. Cette main n'est pas du tout optimale. Et le pouce ne se contrapose pas trop, mais enfin, ça va pour ça. Ça va. Mais en même temps, on aplatit la main, on peut caresser un autre mammifère, ce qui est très commode. Comme le dit François Jacob, l'évolution procède comme si on faisait du châssis d'une vieille chaise la boîte d'une radio. C'est toujours comme ça. Et évidemment, cette boîte n'est pas optimale, mais on peut s'asseoir sur la radio pour l'écouter, c'est très commode. Tout chez le vivant, c'est comme ça. Et, donc, il y a ce rôle du temps qui est très particulier, qui demande plusieurs dimensions pour être traité, c'est le travail que nous faisons, les rôles des intervalles, et l'effet qu'il y a une densité des transitions critiques, ça c'est un aspect technique de notre travail qui différencie beaucoup des transitions critiques en physique, transitions critiques qui sont omniprésentes dans les réseaux, toutes sortes. Et en biologie, ils ont une autre nature, se donnent dans un intervalle, ils sont denses. Et qu'est-ce que c'est le cerveau? C'est un écosystème. Le cerveau comme organe n'a rien à voir avec le poumon, le cœur, le foie. Non, non. Très, très différent. Très différent tout d'abord puisque les neurones sont tous différents. Il y en a qui ont quelques connexions, 4 ou 5 synapses, d'autres qui en ont jusqu'à 10 000. On dit même 20 000 connexions. Et les plastiques, ces neurones changent de forme, peuvent passer de 20 000 à 5 000 au moins, et augmenter de connexion, pas seulement connexion, la forme elle-même. Et l'autre thèse qu'on partage avec Alessandro de son travail sur le cerveau, qu'il n'y a pas d'optimalité dans cela, puisqu'il y a des possibles qui ne sont pas déjà constitués. Il y a des rythmes très importants. Toute cellule, les neurones ont son propre rythme et se coordonnent, se donnent dans des phases, dans des intervalles, et il y a des observations qui corroborent notre vision de la criticité étendue, c'est-à-dire les transitions critiques ont lieu dans un intervalle, par le fait qu'il y a des oscillations autour d'un point d'équilibre dans les activités neuronales, dont les décharges sont un petit symptôme. C'est-à-dire, quand il y a la décharge électrostatique, ça fait partie de la déformation de tout un neurone, des synapses qui se constituent, d'autres qui se détachent. Donc, il y a une énorme activité qui accompagne ce petit signal qui est les 0, une schématisation très, très pauvre de tout ce qui se passe dans l'activité neuronale. Car il y a des phénomènes chimiques très importants, mais encore une fois, la déformation, le changement de forme des neurones, la plasticité, jusqu'au phénomène de vicariance, c'est-à-dire le remplacement d'une partie du cerveau par une autre. Vous voyez, dans le dipylorne, il y a une petite ressemblance dans les différentes couches avec les systèmes visuels. Effectivement, le système visuel, il y a une apparence des couches l'une après l'autre, sauf qu'il y a des corrélations transverses, justement étudiées par Jean Petitot à l'époque, quand il travaillait avec Julia Sandozati, des hypercolonnes qui vont transversalement, c'est énormément plus tridimensionnel que les couches l'une après l'autre. Mais ailleurs, les cerveaux très différents, c'est-à-dire ce qu'on sait, on sait beaucoup moins que le cortex visuel qui était normalement étudié, l'olfaction, l'audition. La structure un réseau du cerveau n'a rien à voir avec celle de la vision, totalement différente. Mais il y a de la vicariance possible, c'est-à-dire l'aveugle qui n'utilise pas certaines parties du cortex visuel peut les utiliser pour améliorer l'audition, les sensations tactiles. Et les cerveaux se déforment, changent de forme, deviennent comme le cortex dédié à ces fonctions-là. Donc, il y a cette plasticité qui est
tout arrivé à la vicariance, c'est-à-dire au fait du remplacement d'une partie de cerveau qui se met à faire quelque chose qui faisait une autre partie, en changeant totalement de forme, de structure, de corrélation grâce à la plasticité cérébrale. Donc, c'est un écosystème avec des neurones grands comme des baobabs, d'autres comme des brins d'herbe, mais qui en plus peuvent se changer de rôle au cours d'un temps qui est propre à nos activités cognitives ou à nos vies, beaucoup plus donc qu'un écosystème. Bon, il y a eu un débat sur ce thème. Si dans les PDF, en cliquant sur le web link là, vous pouvez y aller. Il y a Bernard Stiegler, Stéphane Mallat, qui est un excellent mathématicien du deep learning par les méthodes ondelette discrètes qu'il a inventées. Et ben, c'est un débat intéressant puisque Stéphane Mallat est très haut niveau, il est prudent quand même. Il disait que il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire à l'intelligence artificielle. Ça a inspiré l'éthique de mon livre, puisque je pense, et ça démontre que ce n'est pas une science. Une science, la première chose qu'il fait, depuis la géométrie grecque, le théorème de Pythagore, etc., c'est donner des limites. C'est toujours arrivé, l'histoire de la physique, les théorèmes de Korg, de la thermodynamique. Et quand on pose un cadre scientifique, bientôt on en voit les limites. Quand on dit qu'on n'a pas de limites, c'est un cumul de technologies. Bon, j'espère que je n'ai pas besoin de vous enseigner comment on fait les enfants. Ce que j'ai dû faire l'année dernière en Californie à mes collègues en intelligence artificielle. Vous savez, les enfants ne se font pas en glissant les doigts sur une main, en glissant un bras sur un corps, en mettant un œil dans un trou. Non, on ne fait pas comme ça, les enfants. Ils se font par embryogénèse, c'est-à-dire il y a un cellule fécondée, les zygotes, qui est un organisme qui se départage de 4, 8, etc. D'accord? Et qui reste à tout instant un organe. Et puis, se différencie ensuite un organe. Chaque étape, c'est un organisme. Il ressent un coup, il le ressent partout. Il se déforme et sa dynamique constitutive est en même temps constitutive du rapport au monde et de son sens. Quand il ressent un coup, il la voix de la mer, les battements cardiaques de la mer, qui doit être effrayant là-dedans, je pense, et ça a un sens. Son sens modifie sa dynamique évolutive, son geste potentiel. Comme j'insiste à dire, l'essence chez le vivant, l'origine, c'est l'eucaryote, la paramécie, il y a rétention et protension. Les eucaryotes ont une rétention, une protension, quand elles sont geste potentiel, quand elles sont un coup qui interfère avec son geste potentiel, c'est là un sens. Pour moi, c'est l'origine du sens, la protension d'activité. Comme pour le cerveau. Le cerveau n'est sûrement pas une machine input-output, comme celle-ci et ces réseaux. Non, le cerveau est super actif. Le cerveau, lui, dans une situation chaotique, comme chez le nouveau-né, où il y a une explosion de synapses, de mouvements, de courants, de tout genre qui se fait, comme le mouvement des bras et des jambes du nouveau-né. C'est la friction par le corps avec l'écosystème qui canalise les activités cérébrales. Quand il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, un coup quelconque, c'est pas un input, c'est un changement de contrainte des activités cérébrales qui ont lieu. Si vous enlevez ces contraintes, si vous mettez un humain, un animal, je pense, c'est pareil, dans de l'eau tiède, dans le noir longtemps, il devient fou. Il devient fou, non pas puisque le cerveau s'éteint, il devient fou puisque le cerveau va dans une situation chaotique. Donc, c'est contraire d'un input. A priori, comme le vivant de l'évolution bouge et change, comme ça, a priori, le cerveau bouge, change de façon de plus en plus accélérée, qu'il a de contraintes qui arrivent dans le rapport à l'extérieur. Rien à voir avec une machine totale. Revenons un instant donc aux méthodes si puissantes du deep learning ou même des large language models. Il y a une chose très intéressante. Ces méthodes utilisent à côté des générations aléatoires nécessaires, c'est souvent des méthodes d'optimalité. Donc, ce sont des parcours dans des rugged landscapes qui seront en optimalité locale. Et un très beau résultat récent,
dans le sens qu'après tout, dans les mathématiques que ses collègues utilisent, commence à avoir un certain niveau scientifique, un résultat négatif, limitatif. C'est un résultat qui dit la chose suivante. L'existence d'un optimum dans ces espaces utilisés en général, hein, c'est pas seulement des learning, LLM, mais dans toutes ces techniques, il y a des maths, l'échelle d'optimum. L'existence de l'optimum local n'est pas décidable. Et il était en fait équivalent à l'existence de l'hypothèse du continu en théorie des ensembles. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de méthode uniforme effective pour trouver ces optimums. C'est très important. Il n'y a pas, même si vous unifiez tout un tas de ces méthodes, dans un cas de théorie des ensembles, pour en faire une discipline scientifique avec son unité, on peut démontrer qu'il n'y a pas une méthode uniforme effective pour trouver ces optimums. Ça veut dire quoi? Que chaque fois, il faut une construction ad hoc, une construction spéciale, calibrée sur le problème. Ce qui est le cas, puisque je vous dis des merveilles d'AlphaGo, qui a été un travail absolument remarquable, et qui fait sur, comme aujourd'hui, les 19 cases du Go. Après, ils ont une idée d'essayer sur 17 cases. Ça ne marche pas. Ils l'ont vendu dans la variante Watson à Houston Cancer Center pour aider dans le cancer en 2016. En 2021, après 5 ans et 50 millions de dollars d'investissement, ils l'ont balancé par la fenêtre. Ces systèmes ne sont pas du tout adaptifs. Chaque fois, ils font une construction ad hoc qui fait des merveilles dans le jeu des échecs, surtout les jeux ici ou là, mais jamais ne peut pas déplacer à peine à côté. Hein. Donc, et ce théorème dit c'est intrinsèque. C'est intrinsèque. Donc, il y a des pointes où l'interaction peut être absolument formidable, mais ça ne se déplace pas. Donc, reprenons les images qu'il y avait tout à l'heure. Une autre chose que je n'ai pas trop réussi à expliquer en Californie, puisque je n'avais jamais vu ça, c'est comparant les formes de ces nuages. Parfois, vous savez, vous reconnaissez, je disais tout à l'heure, les profils de votre tante. C'est formidable, on voit un éléphant, quoi. Non, c'est de l'émergence imprévisible. Dire que c'est créatif, c'est incroyable. Ce qui est créatif, c'est ça, par exemple. Ça, c'est des nuages possibles, mais Van Gogh, de façon créative, nous dit, nous donne, je ne vais pas vous expliquer à vous ici, c'est la nouveauté esthétique, c'est la créativité d'un peintre qui nous donne un sens. Le sens de ces nuages, comme les nuages plus hauts. Non, absolument pas. C'est nous qui projetons, disons, c'est le profil de ma tante. Évidemment, ce qui produit, ce sont des saliences, des images. Et moi, je commence mon livre en faisant l'exemple de la caricature de Chirac par Plantou. Lui nous a donné des prégnances. Et c'est une belle différence faite par Lenton, qui a toujours travaillé aux sciences. Et puis, dans un ouvrage tardif, il comprend que chez le vivant, il y a autre chose. Ce sont les prégnances qui est signifiant. Et Plantou nous donne des prégnances de Chirac. Je ne crois pas qu'une machine puisse jamais reconnaître le visage de Chirac. Nous voyons le geste fondamental signifiant pour nous de Chirac. Et, disons la vérité, nous, les animaux, nous reconnaissons pleinement les prégnances. On s'en fout totalement. Mais quand un autre animal, un être humain s'approche, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, est-ce agressif? Est-ce que c'est un copain? Une souris, quoi? C'est ça qui compte. Après, peut-être vous allez reconnaître, surtout si c'est un lion ou autre chose, la posture de l'animal qui s'approche, ce sont les prégnances qui comptent. S'il y avait un type qui, en Californie, me disait, ah, mais moi, la machine fait mieux que moi dans la reconnaissance d'image. Bon, pour lui, qui est tout le temps sur Instagram, c'est possible. Mais si vous prenez un aigle qui reconnaît une souris à 200 mètres qui se cache derrière un boisson, mais si vous lui montrez la photo d'une souris à 1 mètre, l'aigle, ça ne va pas. Il s'en fout totalement, puisque c'est la prégnance de la souris qui m'intéresse. Il y a eu une tendance aussi, on peut continuer un peu moins, cet article d'Anderson qui était très connu, d'expliquer qu'on ne peut pas se passer de la science.
grâce aux corrélations dans les bases de données. Ça fait beaucoup de bruit, cet article. Christian Calude, le mathématicien que j'ai déjà mentionné, moi, nous avons répondu de façon mathématique. Il y a des très beaux résultats des théories combinatoires des nombres, comme quoi vous donnez une corrélation. Connaître une corrélation, ça donne un certain nombre d'observables et paramètres. Vous dites qu'il faut corréler deux mesures pas assez longtemps, etc. Vous établissez une corrélation quelconque. Alors, on peut calculer une cardinalité telle que tout ensemble de données de cette cardinalité contient votre corrélation. Vous comprenez, ce sont des résultats très forts. Nous, on les a appliqués, mais ils sont des résultats connus, difficiles. Et il y en a aussi, théorie combinatoire de nombres, mais aussi des applications logiques, comme ceux sur lesquelles j'avais travaillé dans les années 80, Friedman, Kruskal et d'autres, aussi par les salles. Ce sont des résultats qui disent, ben, même dans l'aléatoire, il y a des corrélations, puisque moi, j'ai dit dans tout ensemble des données de telle cardinalité, il y a la corrélation que vous avez posée. Disons, c'est là, j'inclus évidemment des ensembles de données produites au hasard, produites par des lancements de dés, par des mesures quantiques, quoi. Donc, c'était une réponse mathématique forte. Je crois qu'on ne discute plus trop de ces histoires. Mais voilà, revient dans Language Models. Pour la pensée, je vais revenir un peu, c'est l'imagination de configuration des sens. C'est plutôt l'élaboration des émotions. Hein. Et puis, nous, les animaux humains, très récemment, on a commencé à écrire les pensées. Et de dire que tout se transfère dans les formes de l'écriture alphabétique, parce que c'est très différent. Les idéogrammes n'ont rien à voir. C'est nous qui avons inventé la machine alphanumérique, l'ordinateur chinois, c'est des bouliers, c'est une machine géométrique. Mais prenez le cœur de tout ça qui peuvent essayer de remplacer ces activités humaines par la force. Les machines self-driving cars, il y a eu des hypes, c'est très important, en 2005 et 2015, on a dit dans 5 ans, on aura la self-driving car, Uber, Volvo ont investi, Volvo sûrement 3 milliards, on ne sait pas Uber peut-être plus. Et comment procède-t-elle? En reconnaissant toutes les configurations possibles. Vous vous rendez compte de toutes les configurations possibles. C'est pour ça aussi quand vous faites les CAPTCHA qui vous disent je ne suis pas un ordinateur, on vous demande de reconnaître s'il y a une bicyclette, un feu rouge. Tout ça, c'est qu'ils les mettent dans les bases de données pour donner toutes les configurations possibles puis ils ont eu des accidents sur 2 millions de kilomètres parcourus, ils ont arrêté, puisqu'aux États-Unis, il y a un mort, 2 accidents mortels, un mort plus de 100 millions de kilomètres, donc c'était un peu. Mais il y en a encore, Phoenix en particulier, qui essaie. Et ben, les 2 accidents, c'était intéressant. Phoenix, c'était une femme qui traversait la rue en poussant une bicyclette avec un très grand joug. C'était pas une configuration possible, la voiture l'a prise en plein. Et en Californie, c'était un camion très clair, la même couleur que le ciel, qui faisait une conversion à vue sur une autoroute. Bon, la Tesla de 200 000 $ est allée avec le passager qui doit sur le camion. Nous ne conduisons pas comme ça. Nous conduisons comme nous allons à la chasse depuis des millions d'années, c'est-à-dire nous précédons tout ce qui bouge. Nous anticipons par des saccades. On a des saccades rapides, des saccades lentes, en particulier en vision périphérique, nous ne reconnaissons pas, mais en vision périphérique, nous reconnaissons le mouvement et la direction du mouvement. C'est très important pour fuir un prédateur, pour prendre un poids. Et donc, et on réagit à ça. On conduit de cette façon-là. Comment penser faire interagir sur la même chaussée des machines qui reconnaissent toutes les conditions possibles avec des animaux qui vont à la chasse, grosso modo. Mais ça marche par les drones, puisque si vous avez des accidents, c'est pas très grave. En fait, si les drones en guerre tuent un peu plus ce qu'ils devraient, c'est pas très grave. Et la force brute a des conséquences, évidemment. Il s'agit vraiment d'une force brute avec des conséquences énergétiques énormes. Il y a un article assez récent montrant que
et en croissance exponentielle des besoins énergétiques du deep learning, puisque ces recherches d'optima sont NP complexes, NP hardness. Et pour cette raison, Google et Microsoft sont en train de construire du nucléaire pour la production d'électricité nouveau, et ils revitalisent, sont en train de revitaliser 3 Mile Island. Si vous vous souvenez, l'accident nucléaire très grave des années 80 était fermé depuis. J'ai mis les 2 articles de Financial Times sur ça, c'est accessible. Donc, je vais laisser évidemment les transparents. Vous pouvez dire c'est époustouflant. Et ils ont besoin d'énergie. La racine de tout ça, pour moi qui viens des fondements des mathématiques et ses applications informatiques, c'est dans le tournant linguistique, qu'on l'appelle dans les fondements mathématiques. Quand au début des leçons naissent les méthodes axiomatiques. Très bienvenue, il fallait introduire de la rigueur, c'est l'écriture linguistique exacte des hypothèses parfaites, des axiomes, Hilbert, grand bonhomme, l'arithmétique au centre de tout ça, et l'idée de complétude. Les axiomes doivent être complets, ce qui est démontré faux dans les années 30. Mais la mathématique, c'est pas ça. Les mathématiques démarrent par ces gestes qu'on a fait il y a quelques dizaines de milliers d'années d'interpeller les étoiles. C'est un geste mathématique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un découpage, on a qualifié ces choses parfaitement insensées qui sont ces points lumineux dans le ciel, on leur a donné un nom. Et l'autre grand passage que nous avons fait dans la mathématique occidentale, c'est la définition bêta chez Euclide. La ligne n'a pas d'épaisseur. Concevoir une chose pareille, c'est une absurdité. Il trace une ligne, il trace dans ses actions produits, il dit, elle a une épaisseur. Mais non, dans le langage, il dit non, elle n'a pas d'épaisseur, c'est fondamental. Il invente la notion de bord. Seulement au XXe siècle, René Thom, justement, va développer les coupordismes, la théorie générale des bords mathématiques. Et c'est des bords, et c'est fondamental. La géométrie d'Euclide est une mesure des surfaces. Et si vous voulez mesurer une surface, c'est là une épaisseur. Les bords en épaisseur, c'est quoi la surface? Donc, il invente la notion de bord. C'est ça l'invention mathématique. C'est pas la déduction de fraction formelle. C'est pas seulement, c'est la moitié. Les mathématiques, dans la preuve, demandent, chaque fois qu'il y a une preuve quelque peu importante, une invention des nouveaux concepts, tout le temps. Et je travaille aussi en montrant certains résultats qui s'appellent de incomplétude concrète, c'est-à-dire le théorème de Gödel, c'est une merveille, c'est une astuce diagonale. L'énoncé indémontrable, c'est fait ad hoc, c'est pas un énoncé mathématique, c'est un artifice logique formidable. Mais après, dans les années 80, on a démontré, moi aussi j'ai travaillé, on a montré des énoncés intéressants de la théorie formelle des nombres, donc pas des constructions ad hoc, qui avaient des applications, des conséquences, et qui sont démontrablement non démontrables dans la théorie formelle des nombres. Donc il y a une complétude profonde, on a l'impression qu'on est toujours là. OK. Et puis, comme l'a dit mon cher ami Bernard Tessier, illustre mathématicien, moi je comprends. Oui, quand je suis le raisonnement, la logique, mais je le comprends vraiment quand j'arrive à l'expliquer à mon cerveau de singe, quand il comprend le geste, la corrélation, les mouvements dans un espace. Et ceci n'empêche que l'intelligence artificielle ou des outils d'informatique sont très bien utilisés à l'assistance à la preuve, au contrôle de la preuve. Je crois que les plus grandes applications qu'on ait de l'intelligence artificielle aujourd'hui sont les drones pour la guerre, le contrôle. Si vous pensez qu'au moins 500 millions de Chinois sont contrôlés à tout instant de leur vie, ça c'est une formidable application, de plus puissante, il y en a d'autres. Mais il y en a des très belles qui sont collaboratives, qu'on arrête de dire un emplacement. Collaborative dans le sens en radiologie, il y a un très beau travail de classement par les radiologistes d'images, donc dans ces immenses bases de données d'images, les radiologistes interagissant avec la machine a une aide importante à leur diagnostic, mais en mathématiques aussi, mes collègues font des merveilles en isolant le lemme non formel des passes à la machine, dans la traduction, on peut avoir une aide formidable.
si on arrête de parler de remplacement ou d'identité, on passe à la collaboration, c'est formidable. Voilà, bon, dernière chose, c'est ces deux phrases de collègues italiens qui, en regardant de près comment on nous vend LLM à l'école, prétend dire qu'on pourra écrire sans penser. Et ça lui rappelle, étant italienne, Pinocchio, comme les petits bonhommes de beurre de Pinocchio. Et il promet aux étudiants d'aller dans les païs et les ballotti, Thailand, dans lesquels ils peuvent écrire sans penser. Et le système de bureau dans lequel l'enseignement est pensé comme un entraînement à faire des tests, l'évaluation des recherches s'est faite par la bibliométrie, en regardant des nombres, ils sont prêts pour l'annihilation de leur système d'éducation, le remplacement par du logiciel propriétaire. Mon ami Roberto Finelli, philosophe à Rome, observe que l'absolutisation, face à cette immense nécessité de mémoire et d'énergie, l'absolutisation d'un esprit spéculatif qui prétend se soustraire à la relation et à la confrontation avec son propre corps, un tel esprit absolu a beaucoup alimenté la métaphysique des religions et des philosophies, qui ne tolérant pas que la pensée puisse dériver de l'élaboration d'émotions et que seulement dans cela elle trouve son sens originaire, ont conçu des machines de pensée qui se perdent dans l'infini, dans un rejet de la finitude inscrite dans notre corporalité. Ok, je m'arrête là. Merci beaucoup. Marie-Julie, tu veux commencer? Oui, pourquoi pas. Premièrement, grandement merci parce que tu sais que ce séminaire se consacre principalement sur l'intelligence artificielle générative, mais tu as vraiment su, à mon avis, encadrer cette question dans un paysage qui met la machine, une machine générique et ensuite aussi une machine plus spécifique comme celle des LLM dans un paysage complexe qui met en contraste la physique et la biologie. Donc, je te remercie grandement pour ceci. Je pense que tu as très, très bien décrit. C'est le parcours de la physique, généricité des objets, le parcours biologique, de la spécificité de l'historicité. Moi, la question que je te poserai en me situant vraiment par rapport au problème de notre séminaire, ce serait, je te demanderais de revenir un peu sur la question de l'aléatoire que tu as discuté rapidement, vraiment rapidement au début, quand tu as parlé de LLM. Et tu as dit, oui, on ajoute de l'aléatoire et donc on peut avoir facilement des outputs toujours différents. Donc des résultats de prompt toujours différents. Ça me paraît un pas important, non seulement technologiquement parlant, et pour ce qu'effectivement ils ont pu faire eux dans leur, appelons-les comme tu le disais tout à l'heure, business, disons, mais aussi parce que chaque output, j'oserais dire, devient un objet spécifique et entre dans une historicité. Dans quel sens je dis ça? Tu sais que, par exemple, quand on produit sur Midjourney, on demande un prompt, on peut le demander 100 fois. Effectivement, c'est toujours différent les outputs qu'on reçoit parce qu'il y a de l'aléatoire. Mais tu sais que tu peux continuer la chaîne, c'est-à-dire tu reçois 4 images par défaut et puis ensuite tu en choisis une, tu peux encore grandement la transformer, etc., etc. Et avec ChatGPT, que moi je connais moins bien, mais tu peux vraiment construire des longues discussions qui permettent effectivement de faire rentrer
cette écriture qui est une écriture, oui, générique, qui est une écriture à la base 0 et 1, OK, et next word prediction, quelque chose qui s'installe effectivement dans le discours social. Et alors, je me dis, oui, si on travaille sur la machine avant l'output, je te donne parfaitement raison, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais si on veut travailler aussi sur l'output, disons, mettre en relation l'output avec le fonctionnement de la machine, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il s'agit oui, d'une itération toujours la même à laquelle on a ajouté de l'aléatoire. Ça me semble quelque chose de plus et je n'exclurais pas non plus qu'une certaine créativité puisse résulter à la fin de tout ce travail qu'on fait à partir d'une proposition qu'on retravaille jusqu'à ce qu'on décide que notre expérience ne se termine. Donc, je voulais t'entendre sur ce que j'appellerais un cheminement d'autographisation de l'acte. Autographisation, je reprends le terme de Nelson Goodman qui oppose autographie à allographie. Évidemment, le monde de la généricité des objets en IA, c'est un monde allographique, itératif, etc. Mais on peut autographier, on peut singulariser certains processus. Oui, ça dans l'interaction avec un humain. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on parle de co-énonciation, non? Nous. C'est parce que, évidemment, les machines n'existent pas toutes seules et c'est seulement dans l'interaction, bien sûr, que nous pouvons parler de co-énonciation, de dialogue, je ne sais pas, d'interaction, etc., etc. Mais certainement, disons-nous, de toute l'histoire de nos technologies, ils font partie de l'histoire humaine, ont changé notre humanité, ont produit un nouveau réel social, aussi modifié notre cognition, peut-être, sûrement, notre cerveau. Donc, je m'en doute pas que dans l'interaction, on puisse produire de la nouveauté. On a un super Google, bien plus que ça, et à deux, et il y a évidemment, ceci depuis qu'on a inventé la pierre taillée, on change le cerveau et le comportement. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, dans l'interaction, c'est ça la perspective. Du reste, ce qui s'est passé en informatique, les 20 ans qui vont de 80 à 2000 ont changé le monde, notre humanité, quand il y a les machines à contrôle numérique dans la production industrielle. Donc, les chaînes de montage ont disparu en 10 ans presque partout dans la grande industrie, un changement de la condition humaine des ouvriers fondamental. Puis, il y a eu les personal computers. Puis, il y a eu les réseaux web avec FTP, HTTP. En 20 ans, notre humanité a changé. On peut s'attendre à un changement au moins pareil avec ces nouveaux outils et aussi je ne sais pas si ça répond à ta question, mais dès qu'il y a interaction avec un outil technique de puissance, oui, il y a une nouveauté. Moi je voulais simplement savoir si, comme toi, opposer, disons, généricité et densité, hein, tu as parlé aussi de la question chaotique, hein, comme densité, etc. Si effectivement, une fois que ces outputs de la machine sont produits, on peut parler de densité. Ou si on doit se limiter à parler de généricité. C'est-à-dire que l'output, d'une certaine manière, fait passer la machine, pas la machine, mais les produits de la machine, du modèle physique au modèle biologique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça rentre dans un environnement historique qui peut avoir des retombées historiques, justement. Absolument. Et sur ça, je suis d'accord. Encore une fois, c'est l'histoire de nous comme animal technique, technologique. Ça fait partie du changement que nous induisons. Encore une fois, même au niveau cérébral, de l'organisation cérébrale. Pour te dire comment cela façonne profondément le cerveau.
Un de mes collègues à Pise, Lamberto Maffei, illustre neurosciologue, a fait un jour une expérience avec un ou deux de ses thésards. Pendant des jours, mais je crois même semaines, ils ont porté des prismes qui invertaient totalement ce qu'ils voyaient. Des prismes, au lieu de lunettes, des prismes d'inversion du monde. C'est-à-dire, dès matin, dès le début, tout le temps, ils portaient ça, et le monde était inversé, droite, gauche, en bas. Et petit à petit, le cerveau, dans sa plasticité, a redressé le monde. C'est-à-dire, à la fin de beaucoup de jours, beaucoup de temps d'entraînement, le cerveau, tellement plastique, il mettait sauf l'écriture. C'est quand il voyait une page écrite, tout était renversé, tout était à bonne place, mais l'écriture, c'était totalement grabouillé. C'est-à-dire, les cerveaux, euh, pour lire, utilisent des parties qui n'étaient pas atteintes. C'est-à-dire, l'invention de l'écriture a modifié les cerveaux au point que la reconnaissance des lettres ne se fait pas seulement, évidemment aussi, mais il y a quelque chose de très profond. Donc, oui, une technologie comme celle-ci peut modifier les cerveaux comme l'écriture l'a modifié. Et l'étude de l'écriture implique, même du point de vue de forme des lettres, ils ne voyaient pas les formes correctement. Non, pour te dire, comme une technologie modifie l'activité cérébrale. La lecture n'est pas un regard comme les autres. Parfait, parfait, merci beaucoup. Il y a une question en ligne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle. Non, je vais regarder toi. Flavia Rossana. Alors, je donne la parole à Adrien qui est là, qui attend depuis quelques temps, qui avait déjà réservé sa place à la fin de l'intervention. Adrien, vas-y. Peut-être enlever le... Je ne sais pas. PowerPoint. Peut-être, oui. Adrien, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Non, on ne t'entend pas, c'est-à-dire on t'écoute au sens, on a envie de t'entendre, mais, Bonjour. mais on... Alors, oui, on t'entend, mais... Donne la parole à l'autre personne, je vais brancher mon micro. Pardon? Donne la parole à l'autre personne d'abord, je vais brancher mon micro. Non, mais peut-être... Ok, je donne la parole à une personne et je reviens vers toi, ok? Je ne sais pas, moi j'ai vu Flavia avant, mais peut-être que Rossana a levé Voilà, la c'est main avant, branché. je ne sais pas, parce que moi j'étais mal assise. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. La mise en perspective entre les phénomènes micro et les phénomènes macro. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, donc le rapport entre science et craignance, dans la reconnaissance de quelque chose qui après va rester ou va être abandonné. Et donc, je me posais la question, y a-t-il la possibilité, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, on a réussi à constituer des modèles et donc des hypothèses de variance ou de reproduction, y a-t-il des possibilités d'envisager, de prédire les pertinences qui vont faire que quelque chose va être reproduit ou participe à l'évolution et donc va être repris dans une transformation. Donc, est-ce que disons, les pertinences, les critères de ce qu'on retient, de ce qui va varier, est-ce qu'il est possible de les modéliser, d'en faire, disons, une hypothèse plus générale? Notre idée, justement, c'est que les biologiques et l'historique brisent la symétrie fondamentale de la physique, qui est la conservation de l'espace de phase. Dans chaque théorie physique, c'est la seule chose qu'ils ont en commun, évidemment, les principes de conservation aussi, qui sont des symétries. Donc, par principe, moi je dirais que non. Donc, le changement de l'espace des possibles est intrinsèque au système évolutif. Et par principe, si on était au moment où, je sais pas, il y a 250 millions d'années, un moment avant que par exaptation, la double mâchoire de certains gros vertébrés, les gnathostomes, se transforme dans l'oreille interne pour l'audition. Avant, il n'y avait pas ce phénotype, il n'y avait pas d'audition. Quand ça apparaît, comment construire un espace des possibles quand ça n'existe pas? Si on était là, on aurait imaginé l'audition n'existe pas.
Donc, il y a une chose totalement nouvelle qui apparaît. Évidemment, les animaux qui ont ça constituent une nouvelle niche, puisque c'est un espace nouveau. Ils prennent la chasse de façon différente, enfin, tout change. Pour moi, et beaucoup d'animaux, après, presque tous vont l'avoir, c'est-à-dire, euh, pas tous, hein, mais quand c'est là, se forme, ça veut dire quoi? On ne peut pas se donner a priori. Le métabolisme des eucaryotes est totalement fou, quoi. Encore une fois, on a des réseaux d'interaction physico-chimiques, sans doute, qu'on peut décrire en physico-chimie, mais qui ne sont pas déductibles de la physique-chimie. Les probabilités d'avoir des interactions macromoléculaires qui ont lieu dans une cellule sont zéro, si on en donne la pression à la mesure. Donc, la physique-chimie, on peut utiliser le langage de la physique-chimie pour décrire les réseaux d'interaction, mais on ne peut pas le déduire, puisque ça a lieu seulement dans l'évolution biologique. Ça se comprend seulement à travers l'évolution biologique. Et quand même, là, l'espace des combinatoires est prédonné, c'est-à-dire la combinatoire chimique est prédonnée. Mais même celle-là, on ne peut pas la déduire, tout étant prédonné. En plus, l'effet qu'il y aura l'invagination de la mitochondrie, c'est là. Pourquoi il n'était pas nécessaire? En aucune façon. Les bactéries, pendant 3 milliards d'années, étaient très contents, quoi. Ça allait très bien pour eux. C'est quoi cette imagination? Un énorme parallèle avec le fonctionnement des langues, en fait. C'est sûr. Et donc, voilà, comment ça fonctionne, en fait, dans l'évolution, les résistances et ce qui est revenu, etc. Donc, on pourrait dire. Dans toutes les sciences historiques, dès qu'il y a histoire, il y a les changements de l'espace des possibles. Dès qu'il y a histoire, la biologie, l'évolution, mais au niveau même de la plasticité développementale, sont une histoire. La physique, en tant que thermodynamique, est réversible, tout ce qu'on veut, mais pas d'histoire dans le sens des changements de l'espace des phases. Merci à vous deux. Non, Adrien, pardon. Une chose, quand j'ai raconté ça à un colloque, il y avait 2 astrophysiciens, j'étais très content, puisque nous, à certains moments, on a l'histoire. L'univers, au moins au début, au Big Bang, ils sont dans la pagaille. Doucement comme ça, ils sont dans la pagaille. Adrien. Non, il y avait. Non, je redonne la parole à Adrien, on parce m'entend qu'il mieux? est là depuis longtemps. On m'entend Adrien, mieux? dis-nous. On m'entend? Un peu mieux, un peu mieux. Ok. Donc, merci pour l'exposé, c'était très intéressant. Et moi, je me demandais plutôt, donc on a bien vu à travers l'exposé la différence entre les systèmes biologiques et les systèmes physiques, du point de vue de la créativité, du point de vue de la plasticité synaptique notamment, hein, cette capacité d'adaptation qu'a le cerveau humain de s'adapter parfois presque instantanément face à une nouvelle tâche, parfois sur la durée, comme dans le cas des lunettes qui renversent gauche-droite au bas. Et donc, je me demandais, quelles sont les pistes possibles d'amélioration des systèmes d'IA actuels et qu'est-ce que la biologie peut apporter? Donc, comment vraiment modifier ces systèmes-là? Parce qu'on a pour le moment, je pense, tout doucement un plateau dans les performances des systèmes d'IA parce qu'ils ont épuisé pratiquement toutes les sources de données de qualité qui étaient disponibles sur Internet. Et ce sont des systèmes qui ne raisonnent pas. Comme on l'a dit, c'est des probabilités, c'est Next Word Prediction. Donc, l'apport de la biologie et de certains processus biologiques peut certainement être non négligeable, mais est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'on a des pistes sur la façon d'intégrer ces bénéfices biologiques? La chose principale, c'est de travailler à des machines collaboratives. Mes collègues matheux, il y en a dans les domaines les plus abstraits qui sont des hackers formidables, c'est-à-dire ils utilisent massivement la machine de façon collaborative. Ils travaillent à un résultat, ils inventent des notions de structure, et puis il y a un lemme qu'ils arrivent à isoler très formel, formalisable, et ils le donnent à la machine à faire. Donc, la collaboration, comme je disais, en dermatologie, certains aspects des radiologies aussi, c'est bien, c'est bien fait. Moi, je pense que l'intervention du biologique, c'est surtout dans nous, humains, c'est de construire un visage d'imagine toujours dans une vision collaborative, non de remplacement. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a
je vais vous donner la référence. Il y a ces analyses comme quoi on démontre l'idée du remplacement est utilisée pour réduire les salaires des gens, et la menace du remplacement. Tandis que quand on met des machines collaboratives, comme dans l'informatique embarquée sur les avions, c'est pas intelligence, c'est informatique absolument formidable. C'est fait en collaboration avec les pilotes, disons. En 10 ans, en 30 ans, les vols ont augmenté de 10 fois, les accidents ont baissé en nombre absolu. C'est incroyable. Ça, grâce à l'interaction entre machines. La meilleure façon pour introduire le biologique, c'est envisager des machines faites pour nous aider, collaborer. Ça. Puis, oui, déjà, l'idée d'avoir des réseaux comme modélisation, c'était une bonne idée. Continuer sur cela, essayer d'avoir des imitations plus que des modèles, des imitations du biologique, pourquoi pas. Oui, mais les gros problèmes, c'est l'historicité. Quand on fait une machine en mettant ensemble des composantes élémentaires et simples, on est très lointain de toute forme d'embryogenèse que je décrivais tout à l'heure, comme on fait un enfant, quoi. On construit une machine de façon compositionnelle, composantes élémentaires ensemble, élémentaires et simples, on les met ensemble, on fait quelque chose de très complexe, le réseau d'Internet. Et c'est ça, l'histoire constitutive de l'objet est tellement différente de l'histoire constitutive de l'objet biologique que il ne s'agit pas de faire, je ne crois pas, ça c'est une piste d'essayer d'imiter ultérieurement. Essayons plutôt de développer des machines collaboratives par des formes de construction ensemble. Ces machines, c'est la meilleure chose à faire. Comme j'ai dit, les mythes de remplacement, par exemple les jeux, les grands battages autour de jeux des échecs et des Go, il y avait des belles idées, hein, étaient faits, à mon avis, pour dire à tous ces jeunes qui passent leur temps sur des vidéojeux, leur dire, écoutez, dans les plus difficiles de jeux qui existent, la machine bat les plus grands champions, vous êtes des nuls, acceptez n'importe quel salaire et conditions de travail. Ça, c'est le message essentiel de ce type d'activité, de ce battage incroyable qui ont été faits. Et tandis que on sait bien que quand pour les pilotes d'avion, c'est le cas, quand on enrichit leur activité avec des ordinateurs, ça fait augmenter les salaires, hein, puisqu'on a des gens plus qualifiés. Donc, moi, je suis pour cette piste, plus que pour essayer ultérieurement d'imiter le biologique, mais pourquoi pas, on peut encore prendre des idées et faire quelque chose d'un peu mieux. Je dois dire que j'ai écouté ce matin un exposé de Lequin fait il y a un mois environ à Genève, où il dit des choses terribles contre LLM, contre les machines génératives du langage. Il dit, ça va pas loin, ça sert à rien, moi je suis toute autre piste. Je ne savais pas. Ben, évidemment, il pense quand même qu'il n'a pas de limite. Hein. Il fait d'autre part, il travaille pour Google, pour faire la pub. Merci. La dernière question, Flavia. Je voudrais poser d'autres questions. Pardonnez-moi mon français. C'est excellent. Et la première, quel est le rôle des signifiés et le rôle de la machine dans l'espace de phase aussi défini, déterminé et utilisé? C'est-à-dire qu'est-ce qu'est le rôle de ChatGPT par rapport à l'utilisation. C'est la première question. La deuxième, c'est similaire à la question de la le rôle de l'interaction avec les humains comme influençant la prédictibilité de la machine. Non comme la machine influence notre condition, mais de l'autre façon. La modalité, s'il y a une influence de l'interaction humaine avec la prédictibilité de la machine. Je ne sais pas si... Oui. Très bien. Merci, Flavia.
Euh, comment voir une question pareille? Oui, évidemment, quand maintenant, je ne sais pas si l'LM ou dans Deep Learning, évidemment, quand nous introduisons notre spécificité, notre historicité dans l'interaction avec la machine, on la pousse soudainement dans tout autre espace, dans toute autre dynamique, pour des raisons qui lui sont extérieures. Donc, oui, certainement, dans ces rugged landscapes, qui sont les parcours qui fait la machine avec selon les différentes techniques qui sont utilisées, avec ces mélanges astucieux d'aléatoires et de géodésiques prédéterminés, quoique imprédictibles, mais aléatoires propres. Ils introduisent l'aléatoire de plusieurs façons. Et si en plus on y met disons, moi, comme on y met un input humain, puisque c'est un input vers la machine, comme je vois que dans mon imaginaire de la dynamique, c'est comme si soudainement on pouvait pousser la trajectoire dans une vallée, dans ces images que je donnais, soudainement dans une autre vallée. Donc, elle va suivre un parcours très différent dans l'interaction avec nous, ce qui peut faire partie de la richesse que je pense doit être exploré beaucoup plus de ce qui est fait, de la construction ensemble d'une activité ensemble avec la machine. Comme je vous dis, on fait très bien dans l'informatique embarquée sur les avions, il y a toujours l'interaction très importante avec les pilotes, mais dans d'autres exemples excellents, mais qu'il y ait des méthodes, je ne sais pas, je n'ai pas ce type d'expérience pour rendre cela scientifique et méthodique, ben voilà, il faut le construire. C'est vraiment la bonne piste. La construction de conscience dans les biais sociaux que nous avons, que la machine a, dans ces dynamiques, cet objet technique sont des objets avec une histoire, l'histoire sociale. C'est nous, les peuples de l'alphabet, avec nos hiérarchies de valeurs, même dans l'écriture, qui avons inventé cette machine alphanumérique. Maintenant, j'ai oublié votre première question. L'erreur. Parce qu'il y a des hallucinations, des gens qui GPT, tout ça. Ben, disons, dans la machine isolée, maintenant, elles sont aussi bien faites que l'erreur est très rare. Donc, c'est vraiment la machine isolée. Puis, quand on est en réseau, évidemment, ça peut tout changer. C'est une erreur qui est une imprédictibilité dynamique qui a lieu. Ça diffère, puisqu'il n'y a pas une sémantique, il n'y a pas en sens. L'ancienne d'erreur a d'autres natures. Très souvent, c'est nous qui l'interprétons en le sens. Et avoir une notion formelle et générale d'erreur, je n'ai pas réfléchi. Comparant à ce qui se passe en logique mathématique, est-ce que ça sens une notion de ce type? Ben, disons, dans la déduction, c'est un élément qui vient de l'extérieur, c'est pas prévu à son intérieur, justement. Contraire de l'évolution. En évolution, justement, les awful monsters, c'est l'erreur développementale qui, tout d'un coup, se trouve dans un écosystème dans lequel il s'est construit une niche mieux que les autres. Donc, l'erreur évolutive, ça arrive tout le temps. La plupart du temps, ça marche pas. Et parfois, les awful monsters, c'est le seul qui survit, quoi. Et là, il y a justement la plasticité développementale. Il y a les contextes co-constitués, toutes les notions que je vois inopportunes, inadéquates à la décision de la mathématique, des machines. Merci beaucoup pour faire la pause, pour donner un peu de la parole à Jean-Pierre Desclaux.